Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. On va start recording. Normalement هو باش يبدا يسجل. Voilà. أنا قاعدة نتكلم. أنت تشوف معي في نفس l'écran normalement. Yes. Voilà. Donc quand toi tu vas parler, ça va faire comme des petites ondes. وندخلوا في صلب الموضوع. دغري. يلا. Amira Chebli est de ces artistes qui se distinguent par une incroyable présence devant la caméra mais aussi sur scène. De cette comédienne et danseuse performeuse, quelque chose se dégage, quelque chose qui relève à la fois de l'esthétisme artistique mais aussi du respect identitaire. Diplômée de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, la jeune femme se ferait, depuis quelques années déjà, un chemin bien pensé dans le milieu artistique en choisissant avec soin ses apparitions et ses participations. C'est d'ailleurs à travers le personnage de Habiba dans le feuilleton Nouba de Bouchner que s'est faite la rencontre avec le grand public. Mais Amira Chebli, c'est bien plus que ça. C'est La vie est un songe de David Bobet ou encore Tunis by Night de Lies Bakar, pour ne citer que ces deux œuvres du théâtre et du cinéma. Bien que discrète, l'ancienne militante alugette n'hésite pas à s'exprimer sur les sujets sensibles ou qui fâchent lorsqu'elle en ressent le besoin. Engagée jusqu'au bout pour les causes qui lui tiennent à cœur, je suis bien contente lorsqu'elle accepte de discuter avec moi sur la question de l'évolution de la francophonie en Tunisie. Aujourd'hui, Amira mène une carrière entre la France et la Tunisie et est amenée à jouer dans les deux langues. Elle m'explique dans cet épisode comment elle voit et vit ce rapport à la langue dans son quotidien qu'elle vit entre les deux rives. Mais avant de parler du présent, je propose à Amira de faire un flashback pour nous raconter son enfance à Zarzis, puis à Tunis, et son apprentissage du français dans ces deux villes. Elle s'est passée, en fait, il y a 2 étapes. Il y a eu une première période qui était dans le sud tunisien, dans la ville de Zarzis. Et à 9 ans, j'ai déménagé avec ma famille à Tunis. Dans les 2 cas de figure, j'étais dans des écoles étatiques, donc moitié francophone, moitié arabophone, mais disons-le tel que c'est beaucoup plus arabophone que francophone. Et jusqu'à 9 ans à Zarzis, donc du coup la rencontre avec la langue française, c'est à Zarzis que tu l'as faite. Complètement, c'est à Zarzis. Et elle ne s'est pas forcément faite avec l'école, elle s'est faite avec la télé, le cinéma, la musique. Donc dans des choix entre un peu le choix même inconscient de mes parents en nous donnant accès à la télé française, mais aussi par intérêt à ces langues étrangères, parce que je fais partie de cette génération qui a grandi sur Antenne 2, Rayuno, et donc je pense que on a appris les langues un peu en regardant la télé, en déchiffrant de façon presque autodidacte des langues qu'on comprend pas. Voilà, c'était ça le début avec la langue française. Est-ce que quand on rencontre une nouvelle langue, comment ça se passe? Est-ce que à l'époque petite 8 ans peut-être, 7-8 ans, est-ce que on comprend un petit peu les enjeux de cet apprentissage? Est-ce que c'est plutôt ou c'est plutôt une relation comme ça on se passionne pour quelque chose? Est-ce qu'on comprend à cet âge que c'est peut-être une ouverture vers d'autres cieux? Je pense que c'est pas réfléchi de façon aussi élaborée. Je pense qu'il s'est passé, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Il s'est passé une chose avec les 2 langues d'ailleurs, avec le français et l'italien. C'est se rendre compte d'un coup, presque, enfin, de façon complètement anodine, qu'on parle une langue alors qu'on l'a jamais réellement apprise. Enfin, on a commencé à l'apprendre, mais on pensait pas la maîtriser. C'est à la première rencontre d'une personne francophone, c'est les saisons d'été en rencontrant des touristes, et là on se rend compte que on comprend ce qu'ils disent et qu'on est on
on est en capacité de formuler des phrases alors qu'on le pensait pas. Donc ça s'est fait Il y a un sur un côté premier super temps. pouvoir. Ouais, c'est clair. Mais je l'ai vécu vraiment comme ça parce que comprendre, c'est une chose. Essayer de façon consciente de formuler des phrases et de laisser le cerveau agir, laisser la mémoire consciente et inconsciente agir, je pense que c'est assez magique à cet âge-là. Parce on ne comprend pas les enjeux forcément, mais on observe notre cerveau faire des choses qu'on ne pensait pas capable de faire. Et à cet âge-là, plus jeune, donc enfant, peut-être adolescente, plus tard, c'était quoi ton rapport à la langue française? Est-ce que tu lisais beaucoup, tu essayes de pratiquer, ou c'était juste la télé avec les copains? Comment c'était sur le plan pratique? Plutôt, moi j'ai un entourage quasi exclusivement arabophone, donc c'était quelque chose que je vivais un peu en solo. C'était vu que ma passion pour l'acting et le jeu remontait à cet âge-là déjà, c'était de reprendre des scènes, d'essayer d'avoir une prononciation qui se rapproche le plus de ce qui se passait à la télé ou dans un film. C'était un exercice pour moi, c'était une passion déjà de m'observer, m'exprimer dans une autre langue. Et ça allait plus loin parce que je remarquais, et ça, je pense que beaucoup d'acteurs le savent, qu'on n'a pas la même voix en parlant les langues Ouais. de différentes langues. Donc c'était très amusant, c'était un jeu et du coup j'essayais un maximum de reprendre des scènes, j'essayais de lire à haute voix des livres français pour enfants ou même des livres que je trouvais à la maison. J'essayais d'être fluide en lisant les textes. Donc c'était beaucoup d'exercices, mais à cet âge-là, on a un rapport plus de jeu à tout ce qu'on fait, en fait. C'est intéressant, Amira, parce que la plupart disent qu'à cet âge-là, en tout cas ceux qui sont de la même génération, c'était plutôt les chansons et les lyrics, bien sûr. Là, on parle d'acting, donc je suis curieuse, j'ai envie de savoir, c'était quoi les séries ou les séquences ou les films qui t'ont marqué, que tu avais envie de reproduire, puisque naissait déjà cette passion? Beaucoup, mais en particulier les vieux films français. J'ai eu la chance de tomber par hasard sur des films de Louis de Funès, par exemple, et ce sont des prononciations qui sont tellement particulières, qui sont différentes des séries qu'on voit, les séries d'ados, ou de la prononciation dans les téléjournaux, enfin dans les émissions de façon générale, où c'était un peu fascinant de voir ce vieux français avec des prononciations très prononcées, très marquées, très soulignées. Donc je m'amusais Oui. beaucoup à faire ça avec différents accents aussi, parce que voir des comédiens qui viennent du sud, qui roulent le R, donc c'était ça, et ça m'a emmené justement à la vieille chanson française. J'aime beaucoup. Mais j'aimais pas forcément musicalement parce à cet âge-là, voilà, on se forge une personnalité musicale. Mais j'aimais beaucoup Edith Piaf parce que je trouvais que je reprenais parce que je me retrouvais incapable de dire les choses comme elle. Donc je m'exerçais beaucoup à répéter ça. Après, bien sûr, il y a des choses moins entre guillemets consistantes ou intéressantes parce que forcément, en passant à l'adolescence, comme beaucoup de gens, encore une fois, de ma génération, je suis tombée sur les Star Club, les magazines un peu de stars, et du coup, c'est là où cet exercice d'apprendre les paroles est venu, parce qu'il y avait aussi tous les textes des chansons en vogue. Et je pense que l'apprentissage, que c'est une pédagogie, même si elle vient de l'industrie de la musique, mais c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de gens qui sont pas français à avoir un rapport à la langue française plus facile, plus simple, moins académique, plus intuitif, quoi. Du coup, alors la passion pour le jeu, la passion Mhm. pour l'acting, elle prend racine dès l'enfance, mais après, donc c'est à travers ces jeux de rôle là que tu faisais en imitant un petit peu les scènes de séries ou de films français. Mm. Mais alors, comment tu commences à apprendre, comment tu commences à matérialiser ça en tunisien? Parce que finalement, c'est pas la même chose. Bien sûr, c'est C'est-à-dire, pas la même. on sent l'amour pour quelque chose dans une langue, et puis en essayant de la pratiquer en Tunisie, on est obligé entre guillemets, hein, de la pratiquer dans une autre langue. Bah, si tu veux, on peut faire une comparaison plus simple, parce qu'on a eu ça aussi avec des séries égyptiennes, par exemple, même si Ouais, ce n'est pas forcément notre langue, notre dialecte, encore une fois. ouais. Et c'est quand il y a eu Sherihen pour le chant, quand il y a eu toutes les séries, Layl El Helmiya, tout ça, on ouvre les yeux sur une langue qui est très proche de la nôtre, mais qui ne l'est pas. C'est un autre dialecte, c'est une autre prononciation. Mhm. Mais bien sûr aussi avec les séries tunisiennes,
tunisienne, parce que je pense, il y a eu une période, en tout cas dans mon enfance, il y a eu plein de séries qui marquent encore aujourd'hui l'histoire de la télé tunisienne, comme Rada, comme Khotab al-Beb, et il y a plein de scènes cultes qui nous Ouais. poussent à vouloir les refaire, en tout cas quand on a la passion du jeu, à vouloir les apprendre, à vouloir les faire. Et encore une fois, c'est encore plus nuancé et complexe parce que moi je viens du sud, donc c'est un accent qui est différent du mien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer l'accent de Tunis, et ça a changé. Après, on rentre dans des dans des nuances de schizophrénie totale, mais qui au final sont super importantes et super intéressantes pour le cerveau, parce que je pense qu'on est privilégié quelque part à vivre dans ce pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez propre à la Tunisie, à l'Afrique du Nord et à la Tunisie en particulier. Cette ouverture sur les dialectes et les langues étrangères et cette facilité, parce qu'il y a cette ouverture dès le jeune âge, on a toutes ces portes ouvertes, toutes ces langues, tous ces dialectes, et ça s'est fait comme ça. Et donc ça m'a appuyé dans mon rapport à la fiction très jeune. Ça a fait que, comme beaucoup d'acteurs, même si c'est cliché de dire ça, mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe, à m'enfermer pendant des heures, à apprendre des scènes, à attendre que ça passe ou que ça repasse pour les écrire, à les enregistrer avec un pauvre engin pour pouvoir les réécouter en boucle. Donc, c'est assez magique en fait, même si la racine de ça, elle vient, enfin c'est quelque chose entre même si on est enraciné, mais il y a quelque part un effacement de quelque chose, parce qu'on est, à force de vouloir apprendre des choses qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, je pense qu'on en perd quelque chose aussi de notre rapport à notre propre langue. Enfin, je sais pas. Oui, ça doit être ça le chemin le plus classique, mais moyennant un effort, je pense qu'on peut garder le tout. On peut garder le tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant chez Amira Chebli. On le remarque, mais on y reviendra peut-être plus tard, parce que là, j'ai envie de parler un petit peu de ta relation, de ton départ pour la France justement, et de ta vie professionnelle ici et là-bas justement. Quand est-ce que t'es partie? Ça va faire 5 ans que je suis installée en France. Après, ça fait peut-être 10 ans que je fais des allers-retours pour des projets de danse, de théâtre, pour des projets entre deux. Et donc j'ai été amenée à avoir un rapport tout de suite plus concret à cette langue-là, parce que petit à petit, sur les 10 dernières années, cette langue commençait à faire réellement partie de mon quotidien, et personnel et professionnel. Et je pense que ça a évolué depuis, parce qu'il y a, c'est là où on se rend compte de la panoplie de la richesse de la langue, du français de la rue, du français de la télé. Après, travailler dans des théâtres avec des pièces de théâtre plutôt classiques, et donc avec une diction et une prononciation un peu plus rigoureuse, tout en voulant garder un peu un fond de mon accent, parce que je pense que ça fait aussi partie de l'identité. Donc voilà, ça s'est fait de cette manière-là, en En m'installant fait, en l'idée France. que je me pose justement, maintenant tu parles de cette expérience théâtrale en France. Le théâtre, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'appropriation, c'est-à-dire il faut vraiment être dans le personnage, vivre la situation, ressentir les choses, et ensuite les décrire, les déclamer. Comment ça se passe quand on fait ressurgir des émotions ou des réflexions dans une langue finalement qui n'est pas notre langue maternelle? Il y a un effort supplémentaire à faire en tant que comédienne, il y a un mood dans lequel on se place. Est-ce qu'on se transforme en française d'un coup pour pouvoir jouer? Comment ça se passe? Quand on est outillé pour faire ce métier, c'est-à-dire accepter l'enjeu principal d'être acteur, c'est d'accepter de ne pas être soi pour un laps de temps, d'accepter de construire un personnage et une personnalité qui n'est pas la nôtre. Quand on est déjà un peu outillé pour ça, je pense que ça facilite la tâche. Mais il faut dire que pour moi, surtout ma première expérience en France en tant que comédienne avec le metteur en scène David Bobet, c'était pas du tout évident. C'était pas aussi évident que je le pensais. Parce que ça s'est inscrit aussi dans une crise identitaire en m'installant en France, en me posant 3000 questions par rapport à justement mon rapport à mon quotidien, mon rapport à mes amis, à mon entourage familial même. Et donc j'ai été bloquée pendant un moment parce que j'arrivais pas à jouer. J'avais l'impression d'être perdue entre soit être dans la perfection de la prononciation et la diction, soit être dans le jeu.
et donc dans une émotion, dans une palette d'émotions d'une culture qui n'est pas la mienne au final. Et donc je me Donc rappelle il y a trop de paramètres à gérer. oui, il y avait vraiment beaucoup trop de paramètres à gérer et je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir vécu ça parce que je pense que ça a ouvert un nouveau chapitre, un nouvel acte dans ma vie de comédienne professionnelle parce que je me suis rendu compte, voilà, que cet enjeu-là n'est pas un détail. C'est pas parce que je viens d'un pays anciennement colonisé par la France, francophone dans son administration, que je vais avoir ce rapport aussi simple et facile en tant que comédienne. Donc nous avons beaucoup travaillé avec le metteur en scène et l'assistante et aussi les comédiens qui jouaient, avec qui je partageais la scène, pour pouvoir finalement accepter que je joue un rôle. Voilà, elle s'appelle Ingrid, elle parle en français. Donc c'était pas Avec quand même un accent ou pas? bah, avec un accent qu'on a essayé de travailler pour les scènes, pour cette pièce en particulier, pour essayer de nettoyer entre guillemets au maximum, pour essayer d'être dans un langage et dans une prononciation homogène dans l'ensemble de la pièce. Et c'était intéressant parce que du coup, je me suis rendu compte à la fin qu'il ne s'agissait pas du tout de langue, comme tu disais au début, il s'agissait de s'approprier l'émotion derrière la langue. Il s'agissait de s'approprier un langage corporel, des intonations, une musicalité dans la prononciation. Et c'est au-delà des lettres, c'est au-delà de notre façon de prononcer le U, le E. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus organique. Et j'espère que ça a pu changer un peu mon rapport à la langue française, mais aussi à l'idée de pouvoir jouer dans d'autres langues et d'autres dialectes. Et donc avec des palettes émotionnelles autres que celles de mon appartenance culturelle à la Tunisie. Est-ce que justement tu as fait un effort pour te détacher de ça, de ce rapport-là, d'être vraiment universel, d'être dans l'universalité plutôt que donc de mettre de côté cette culture que tu as, la culture arabo-francophone, j'ai envie de dire la double culture justement. Arabo-africo-franco. Arabo-africo-franco, machin. Enfin, toutes ces cultures-là, de les mettre de côté et de se focaliser sur le projet qu'on a entre les mains actuellement. C'est-à-dire là, c'est Ingrid. Donc Oui. là, on oublie tout le reste. Bon, si tu veux, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final, je me rends compte que depuis que j'ai commencé à faire ce métier, mon enjeu a été toujours d'être dans des codes de jeu universels, bien avant de partir en France, parce que je pense que comme beaucoup de mes collègues, on s'est ouvert sur un cinéma universel, on a été touché par des films qui, peu importe leur provenance, nous touchaient, même si c'était pas... Je parle de cinéma iranien, de cinéma de l'Afrique subsaharienne, de cinéma de l'Amérique latine. Donc, je me suis rendu compte, je pense, avoir eu la chance de me rendre compte très tôt que c'est important d'universaliser son jeu. Et je pense aussi, c'est ce que j'essaye de faire, même en jouant au cinéma ou au théâtre ou même à la télé tunisienne. J'essaie aussi si tu veux, techniquement, de partir du zéro, d'une platitude, d'un jeu, voilà, d'essayer d'être dans la justesse et de rajouter quand il en faut, pour ne pas justement être condamné par des codes de jeu qui sont exclusivement tunisiens ou autres. Et je pense que cette expérience, elle a souligné ce côté-là en moi en me disant, au final, le jeu, la prestation d'un comédien, elle nous touche au-delà des paroles. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que dans mon expérience avec David Bobet, j'avais fait d'abord une pièce en Tunisie, La vie est un singe de Calderon, et on a fini par opter pour une adaptation tunisienne du texte de Calderon, traduite par Nidal Giga. Et en fait, pendant toutes les répétitions, on jouait en tunisien, alors que c'est un metteur en scène français qui ne comprend rien au tunisien. Et donc, la seule chose qui lui parvenait, c'était l'émotion du comédien. Il connaissait le contenu du texte, et ce qui l'intéressait, c'était l'émotion qui sont dégagées. Et je n'ai fait qu'inverser ça en me disant, voilà, que ça soit en anglais, en italien, en français ou en tunisien, je pense qu'il y a un jeu qui peut toucher tout le monde, peu importe où on est ou peu importe le rapport qu'on a à la situation ou à la scène qui passe. C'est juste un truc qui se pose dans le regard, qui se pose dans la façon de prononcer
je parle plus de cordes vocales ou d'émotions dans la voix. Mais voilà, je pense que pour revenir à la langue française, je pense que c'est très important. Ça a été ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de m'installer en France parce que du coup, c'est observer les gens dans les dîners de Noël, en sortant avec les copains. Donc on observe les gens, on est influencé qu'on le veuille ou pas par le langage corporel, par la façon d'exprimer les choses, par voilà les sonorités. Et enfin, j'ai pris beaucoup d'habitude. Je m'en rends compte maintenant que je suis en France pour dire que je suis d'accord. Je fais et ça c'est Ouais. exclusivement français. C'est même parisien, je dirais. Oui, ouais, voilà, trop tard. Mais est-ce que justement tous les metteurs en scène ou les réalisateurs français ont ce côté universel dans leur approche? Ou est-ce qu'il y a quand même des difficultés aujourd'hui en tant que Tunisienne qui travaille entre les deux pays, certes, mais qui travaille aussi en France? Est-ce qu'il y a des difficultés à convaincre? Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés d'ailleurs parce que, enfin, c'est important d'aborder ça parce que je ne représente entre guillemets rien pour, par exemple, pour les directeurs de casting, pour plein de réalisateurs. Généralement, quand ils s'intéressent à un profil de personnes ayant des origines autres que françaises, ce sont des personnes qui sont stigmatisées, liées à un milieu. Donc, je parle de banlieue, etc. Et que malheureusement pour moi, n'ayant pas un français parfait, je n'ai même pas je n'ai pas non plus l'accent d'une banlieusarde. Donc les gens avec qui je bosse, les metteurs en scène, les gens que je rencontre en créant mon réseau, ce sont des gens qui acceptent aussi le deal qu'un comédien c'est un outil brut qu'on travaille, à qui on fait apprendre un accent, à qui on fait prendre ou perdre du poids, couper les cheveux. Donc tu travailles juste sur le potentiel d'un comédien et c'est à toi en tant que metteur en scène de le transformer en ce que tu as envie qu'il soit en vrai. Donc pour répondre à ta question, Ça, oui, il c'est y a pas beaucoup. automatique. Non, ce n'est pas automatique, surtout que en France, les gens qui commencent à s'influencer par cette vague de jeux universels, d'écriture universelle, ils sont pas encore majoritaires, donc on est encore dans une industrie qui fonctionne beaucoup par voilà des prototypes, même dans des films qui marchent et dans des films qui sont consistants intellectuellement, très intéressants. Mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de prise de risque pour dire voilà quelqu'un qui n'est pas en France, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on attend de quelqu'un qui ne vient pas de France d'être, parce que voilà, ce sont des codes et je pense quand on est un peu out of the box, c'est un peu difficile d'assimiler, de comprendre et d'intégrer l'industrie. Mais voilà, je perds pas espoir. Et puis je pense que le mouvement va s'agrandir, j'imagine. Donc Oui, complètement. C'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que je vois que dans l'ensemble, là, les 2 dernières années, quand même beaucoup, il y a beaucoup de comédiennes et de comédiens qui bougent aussi pour casser les images qu'on projette sur les comédiens entre guillemets typés, même si je déteste foncièrement ce mot, surtout quand il s'agit de fiction. C'est-à-dire, pour moi, dire ça, il y a quelque part un manque d'imagination. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui sont même aujourd'hui reconnus activistes pour pouvoir prendre de la place dans des récits et dans des narrations autres que la sœur du terroriste, la mère du terroriste, la banlieusarde entre guillemets racaille, pour pouvoir aussi raconter une France autre, là où voilà les gens sont médecins, architectes, criminels, ils sont ce que tout le monde peut être, peu importe la couleur de peau ou l'appartenance culturelle, quoi. ça me rappelle un petit peu la sitcom ou la série sur Netflix, Plan Cœur, où on retrouve l'Algérienne Sabrina Ouazani, parce que et qui joue un rôle de française qui s'appelle Charlotte. Donc ça vraiment big up producteurs et qui ont parié là-dessus et Zita Roth qui joue, je pense qu'elle s'appelle Chloé dans la série, pareil. Enfin, et je pense, bon, malheureusement, j'ai pas envie de dire grâce à Netflix, mais c'est aussi ça, parce que quand on parle d'universalité, c'est aussi ça, c'est une industrie qui vient avec ses qualités et ses défauts, avec son agenda, mais quand même qui essaye de changer la donne et de dire voilà, parce qu'en vrai, quand on bosse en France, on voit que surtout par rapport au prénom, enfin ça change. Il y a plein de gens qui sont justement d'ethnicités différentes, avec des physiques différents, et qui ne portent pas forcément des prénoms, comment on dit, prévisibles, quoi. Donc oui, j'espère que ça va. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va bouger, je pense, et j'espère que c'est parce que je vois que ça bouge un peu. Mais je pense qu'il faut beaucoup
il faut que L'audace. il faut que l'initiative et l'audace viennent des hautes sphères de décision, c'est-à-dire des productions, des distributeurs, des metteurs en scène, des directeurs de casting en premier lieu. C'est de proposer des gens, des gens pas forcément, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou pas, même si le mot est radical, mais il y a cette espèce de suprématie blanche un peu dans la distribution des rôles. On en est encore là et c'est un peu, c'est embêtant, c'est étonnant, c'est voilà. Oui, oui. Ça, c'est une réalité aussi. Mais j'espère que voilà, vu que le mouvement a commencé, même si timidement encore, mais on espère que ça évolue un petit peu dans le temps. La dernière partie, au fait, Emile, concerne un petit peu ton rapport aux deux langues, donc arabe-tunisien et puis français, parce que tu es toujours entre les deux pays. Enfin, tu viens souvent, en tout cas, en Tunisie. Tu passes un bon bout de temps en Tunisie, mais la plupart du temps, tu es en France. Et je crois savoir que ton entourage est plutôt français, donc c'est le français qui prime dans ton quotidien, dans la pratique. Il y a un côté assez intéressant et impressionnant parce que quand on se croise en Tunisie, tu parles tunisien à 100%, ce qui est un petit peu différent des gens qui passent plus de temps et beaucoup de temps en France et qui petit à petit oublient la langue tunisienne et utilisent plus à 80% parlent en français avec 20% de Tunisiens. Et ce qui est normal, hein, parce que quand on passe beaucoup de temps dans un pays, on s'approprie justement la langue, les codes, etc. Est-ce qu'il y a un effort qui se fait pour justement, quand tu es en France, tu t'appropries la langue française et quand tu es en Tunisie, tu reprends les rênes et l'appropriation de la langue tunisienne. Est-ce qu'il y a un effort à faire pour pas oublier finalement cette langue, le dialecte tunisien? Complètement, parce que tu sais, comme tu dis, quand on se croise, enfin, les gens du milieu culturel, de l'audiovisuel, de plein de secteurs, depuis mon adolescence, d'ailleurs, je le remarque, on parle quasi à moite-moite français tunisien, parce que des influences, parce que des milieux, soit le niveau social, soit le niveau intellectuel fait accoler un peu cette étiquette de francophonie. Et je pense que je parlais beaucoup plus franco-tunisien quand j'étais installée en Tunisie qu'aujourd'hui, parce que du coup, étant donné que je vis dans un milieu justement en France qui est majoritairement français et des fois entre Tours et Dijon dans un milieu franco-français, exclusivement français. Enfin, j'attends d'aller à Paris pour croiser mes amis tunisiens. Et du coup, je me dis, plus qu'avant, je devrais préserver mon dialecte tunisien et parce qu'aussi je ressens ce besoin, parce que dans des discussions très importantes, j'ai eu cette impression il y a 3-4 ans que je perdais un peu mes mots, que je trouvais des mots qui correspondaient à des émotions ou à des explications de situations que j'ai trouvées beaucoup plus facilement en français qu'en tunisien. Et du coup, je me suis remise à beaucoup regarder des vieux films tunisiens. Je me suis mise à voir ce débat avec beaucoup avec des amis tunisiens installés en France qui ont des enfants, donc qui sont divisés entre ceux qui parlent exclusivement tunisien à leurs enfants pour leur apprendre la langue justement, et entre ceux qui ont fait un effort et à un moment donné ils laissent tomber, donc ils ont des enfants qui jusqu'à l'adolescence ils ne parlent quasi pas le tunisien. Et donc dans ce questionnement intéressant, parce que ce sont des moments où on partage beaucoup avec les amis, on en parle. À un moment donné, je sais pas, j'ai pris cette décision en me disant voilà, tant que je suis en Tunisie, avec ma famille, avec mes amis, je vais essayer autant que possible de parler en tunisien aussi pour faire revivre aussi dans ma mémoire personnelle des mots que je commençais à complètement oublier, quoi. Et je pense, comme tu dis, c'est évident quand on vit dans un autre pays. Avant la France, j'étais en Allemagne et pareil, je parlais tout le temps anglais et je commençais à perdre mon français. Donc c'est bien aussi d'analyser notre rapport aux langues et de revenir aussi, de garder une base comme une plateforme de langue maternelle, de dialecte maternel pour ne pas le perdre. Donc ceci pourrait être appliqué à toutes les langues finalement. Une langue, on la pratique pour l'apprendre, mais on la pratique aussi pour pas l'oublier finalement. Complètement. Et je pense que ça passe par une réflexion consciente déjà, ça passe par un déclic, ça passe aussi par des discussions avec les gens qui se sentent concernés par cette question-là. Et je pense que c'est super important aussi parce qu'on voit dans notre cinéma, dans le théâtre, je pense que quand on veut écrire des textes exclusivement tunisiens, on se retrouve bloqué dans un tunisien assez ancien. Et je pense qu'il est important de réfléchir ensemble à ça pour aussi maintenir un dialecte actuel qui n'est pas forcément mélangé avec de l'anglais ou du français ou une autre langue.
tout en s'ouvrant sur d'autres langues, bien entendu. Amiela, merci pour cet échange. Écoute, je vais finir par te demander de nous proposer soit ta lecture du moment, de la partager avec nous, qu'est-ce que tu lis en ce moment, ou une lecture que tu pourrais conseiller aux jeunes parents, à leurs enfants. Bizarrement, ma lecture du moment, elle est française. J'ai une habitude depuis un moment. Un ami m'a appris quelque chose, c'est d'acheter systématiquement les prix Goncourt. Donc je lis l'Anomalie. Je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, que je découvre d'ailleurs. C'est une très belle lecture. Je pense que voilà, ça ne m'a jamais déçue. Et j'essaye de lire. Je commence la lecture d'un livre d'une auteure tunisienne que je découvre, qui s'appelle Amir Arnim, Nezel Dar al-Akabir. Et je suis ravie d'ailleurs de la vague de littérature contemporaine tunisienne, la vague des 2-3 dernières années. Rawha de Abdelhalim Massoudi, on a Shay'un min al-Bahri Fina, je pense. Oui, de Dora Feza. Nahj Ngletira de Maya Ksouri. J'essaye de suivre et je suis vraiment ravie. Aussi par rapport au dialecte tunisien, la sœur Feza. Oui, Faith Feza. Je trouve que c'est intéressant parce que je vois qu'en Égypte, c'est toute une vague. Au Maroc, ça commence aussi. Je suis ravie qu'il y ait une littérature dialectale aussi. Je pense qu'elle est importante. Voilà. Tout à fait. Et pour l'Anomalie, c'est Hervé Le Tellier. Merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Le dernier prix Goncourt, justement, 2020. Merci, Amira Chebli, d'avoir partagé avec nous ce moment, d'avoir parlé l'expérience. نرجع نحكي بالتونسي كنحب كملنا. Très bien. Merci Aïcha, c'est super intéressant. Merci Amira. Bye bye.